Alors moi, je vais vous parler du projet Redenvéole. Voilà. Donc, le projet Redenvéole, c'est un acronyme pour réduction de l'emprise environnementale d'éoliennes flottantes avec des fondations de type pieux. Donc, c'est un projet qui a été porté par l'université Gustave Eiffel, mais monté avec l'université de Nantes, le professeur Soubra, et l'école centrale Jean-Marc Rousset, et avec l'appui aussi d'Idéol qui nous a accompagnés. Alors, bon, on s'intéresse aux éoliennes flottantes. Alors, si je montre un exemple, une magnifique vue. On a aussi pu voir au Salon Synergie la semaine dernière des maquettes extraordinaires d'éoliennes flottantes. Par contre, en fait, ce qu'on ne voit jamais vraiment très bien, c'est qu'est-ce qu'il y a au bout des lignes d'ancrage. En fait, il y a des vues artistiques et en fait, c'est ça qui va nous intéresser. C'est est-ce qu'on peut, au bout des lignes d'ancrage, mettre des objets au contact du sol qui permettent de bénéficier de la résistance du sol et à terme donc d'optimiser en fait, l'ensemble du système d'ancrage, voire même le mutualiser. Alors donc aujourd'hui, je vais juste rappeler les objectifs, voir comment on simule les efforts transmis à l'ancrage, aborder la modélisation physique en centrifugeuse, et puis je vous présenterai des résultats sur les pieux hélicoïdaux, et enfin sur un dispositif d'essai qu'on a développé, notamment via ce projet, sur un batteur qui fonctionne en centrifugeuse, un batteur de tube. Alors nos objectifs, quels étaient-ils? Mieux comprendre le fonctionnement de l'ancrage sous sollicitation cyclique, donc on verra ce que c'est un cycle tout à l'heure. Prendre en compte des ancrages de type pieux pour bénéficier de la résistance du sol, donc des pieux en traction, c'est pour ça qu'on a développé un batteur pour la mise en place, pieux hélicoïdaux, pour lesquels on a optimisé notre dispositif existant de vissage des pieux. Et ensuite, on a aussi développé une base de données expérimentale d'essais en centrifugeuse à partir de nos résultats. Et en parallèle, donc, il y a eu, on a pu le voir déjà tout à l'heure, donc je ne m'étendrai pas trop dessus, une simulation numérique de l'installation du pieu hélicoïdal via le couplage lérien-lagrangien, donc, qui a été mené à l'Université de Nantes, et puis aussi donc l'identification des efforts transmis à l'ancrage. Alors, si je commence par ce point de simulation des efforts transmis à l'ancrage, donc ça s'est appuyé sur une étude bibliographique des systèmes existants et des publications. Une approche numérique exploratoire donc avec le logiciel Orsina Orcaflex, et puis donc des estimations de lignes caractéristiques pour des flotteurs type éolienne flottant. Alors, je suis désolé, mais la mise en page n'est pas du tout celle que j'avais. Donc, il y a des choses qui se superposent. Bon, c'est pas grave. Donc, le point d'ancrage, c'est type pieux qui a été pris en compte. Et puis, les charges ont été identifiées donc, tant en amplitude que en angle de la ligne d'ancrage. Voilà. Donc, les simulations donc, ont été faites avec ce logiciel. Donc là, on a le cas, c'est juste illustratif, pour une encre de type Dragon. Alors, j'aborde maintenant la modélisation en centrifugeuse. Donc, Philippe Baclay en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, pourquoi on utilise une centrifugeuse? Eh bien, c'est parce qu'on travaille avec un matériau qui est le sol. Et le sol, c'est un comportement non linéaire et dépendant de l'état de contrainte. Donc ici, j'ai montré une petite figure qui récapitule des essais triaxiaux réalisés sur du sable américain et pour lequel, en fait, on voit toute une série de courbes qui correspondent à des contraintes de confinement, donc contraintes radiales variées. Et donc, plus la contrainte augmente, et plus la courbe s'abaisse, ces courbes étant donc en ordonnée le rapport de la contrainte axiale et de la contrainte radiale et en abscisse la déformation axiale. Donc on voit qu'en augmentant la contrainte radiale, on passe d'un comportement plutôt fragile à un comportement plutôt ductile. Donc en fait, il faut éviter sur un modèle réduit de passer à côté de ces phénomènes. Donc il faut un champ de contrainte semblable à celui de l'ouvrage en vraie grandeur que l'on veut étudier.
Alors, en vraie grandeur, à une profondeur Z, ben, on a une contrainte verticale égale à ρgz, hein, masse volumique fois g, l'accélération implémentaire fois z, la profondeur. Ben, sur le modèle réduit, on a le même type de relation. Si on va avoir la même contrainte entre deux points homologues, donc des points qui se correspondent entre le modèle réduit et l'ouvrage en vraie grandeur, ben, on utilise ces facteurs d'échelle, donc 1 pour la contrainte. Si on utilise le même sol, on va avoir 1 sur la masse volumique. Et donc, si on réduit l'échelle, facteur d'échelle 1 sur n, donc il y a une seule solution, c'est d'utiliser la macrogravité. Donc on va augmenter g d'un facteur n. Alors parmi les solutions naturelles, en fait, il y en a une qui consisterait à aller sur Jupiter, la plus grosse planète la plus proche de la Terre. Par contre, le facteur d'échelle ne serait pas très bon, là 2,5 seulement. Alors, on a plutôt imaginé une autre solution, je dis on, c'est pas moi, hein, ça remonte à plus de 150 ans, c'est la centrifugeuse géotechnique. Voilà, donc celle qu'on utilise et qui est la plus proche d'ici, en fait, on est sur la même commune, c'est celle du campus de l'Université Gustave Eiffel, du campus de Bougnay, à côté de Nantes. Voilà, donc on peut embarquer dans cette centrifugeuse un modèle réduit de un peu plus d'1 mètre cube pour une masse embarquée de 2 tonnes. Voilà. Alors maintenant, les pieux hélicoïdés, donc on a eu un petit aperçu tout à l'heure dans l'exposé d'Abdulkader. Hein, donc ce sont des tubes sur lesquels on vient souder une hélice ou 2 hélices ou 3. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau non plus. Hein, c'est une technique qui a été initiée au 19e siècle. Pour fonder un phare dans l'embouchure de la Tamise. Et il y avait des techniques assez simples de vissage hein, à partir d'une barge qui avait été développée. Donc tout ça, c'est récapitulé dans le livre de Percaud sur les pieux hélicoïdaux. Aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup utilisé à terre aux États-Unis et au Brésil, et au Canada aussi, en Amérique du Nord et au Brésil. Donc là, par exemple, on a des pieux qui sont en acier galvanisé avec 2 hélices soudées, tout simplement. Alors, en mer, pour des applications offshore, il y a déjà des utilisations qui sont faites. Donc là, c'est récapitulé dans un article de Spagnoli et Tsua qui est assez récent, qui date de l'an dernier. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique-là? Donc, en ordonnée, on a le rapport du diamètre de l'hélice et du diamètre du fût du pieu en fonction du diamètre du fût. Donc, on voit que le rapport, déjà, il est en gros entre 1,5 et 3. Voilà, c'est une dimension classique que l'on trouve. Et puis, il y a des fabricants, donc japonais notamment, donc, qui proposent des fûts de diamètre jusqu'à 1,60 m. Donc, voilà ce qui existe aujourd'hui dans les catalogues pour les plus gros pieux. Et puis, beaucoup qui sont utilisés actuellement. Donc à travers le monde. Alors, les questions qu'on se pose, c'est quelle est la capacité portante de ces pieux, le déplacement induit lors d'un chargement en traction, et puis quel est le comportement sous sollicitation cyclique. Alors, dans notre cas, en fait, on a un petit peu simplifié le problème. On a étudié un pieu monohélice en modèle réduit, donc à l'échelle, c'était 1 sur 10, donc c'était basé sur un diamètre de 33 cm, et donc mis à l'échelle, ça fait 33 mm. Voilà. Alors, pour étudier le comportement des pieux hélicoïdaux, eh bien, on a, sur les modèles réduits centrifugés, utiliser un dispositif qui permet de mettre en place, alors que la centrifugeuse est en rotation à 10 G, donc dans les bonnes conditions de similitude, ce dispositif d'essai permet de contrôler à la fois la rotation, c'est-à-dire le vissage avec un moteur électrique qui est situé vers le haut du dispositif, et un vérin hydraulique vertical qui permet de bien contrôler le déplacement vertical. Alors, on avait, avant le début du projet, déjà un dispositif d'essai, qui est représenté à gauche, pour lequel il y a tout un empilement d'objets, en fait, depuis l'hélice tout en bas jusqu'au moteur qui était tout en haut. Donc, on a modifié, modernisé, donc grâce au projet Red Enveol,
de façon à obtenir ce que l'on voit sur la droite, c'est-à-dire un montage plus compact, donc avec un moteur qui est redescendu, qui est parallèle en fait au vérin sur la partie haute. Et donc c'est ce que l'on voit ici avec la flèche. Et puis, surtout, on a pu rapprocher les mesures d'effort et de couple qui étaient assurées tout en haut de l'empilement préalablement et qui maintenant sont juste au-dessus du pieu, donc sur une pièce reliée avec une pièce de connexion au pieu. Donc, on mesure le couple et l'effort vertical avec un même capteur. Le dispositif permet d'installer avec des vitesses de rotation allant de 1 à 13 tours par minute. Voilà, alors, quelques premiers résultats. Donc ici, sur le graphe, on a reproduit le couple maximum appliqué, donc c'est vers la fin de l'enfoncement du pieu, hein, en fonction, donc tous à la même profondeur, en fonction du paramètre D sur D, donc grand D sur petit d, le diamètre de l'hélice sur le diamètre du fût. Donc là, on voit, bon, c'était un peu attendu, hein, que plus l'hélice est grosse, plus il faut le couple pour installer l'hélice. Et surtout, là, ce que l'on voit, c'est que dans les conditions saturées ou sèches, hein, pour la même densité sèche, eh bien, on a un couple un peu plus faible pour le cas saturé parce qu'en fait, on a un petit effet de lubrification lors de l'installation. Ensuite, si on regarde un facteur donc, qui est beaucoup utilisé dans le cadre des pieux hélicoïdaux, c'est le KT. En fait, c'est la charge ultime verticale divisée par le couple max. Alors, c'est un paramètre qui est assez sympa parce que finalement, si on connaît le couple max et si on sait comment le KT évolue dans les différentes conditions d'essai, ben, on serait capable d'identifier la charge ultime verticale. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, mais ce que l'on observe, c'est que, donc ça c'est connu, hein, c'est que le KT diminue avec l'augmentation du rapport grand D sur petit d, mais il ne diminue pas dans les mêmes conditions selon qu'on est dans un état sec ou saturé, et on voit que l'état de saturation, en fait, finalement, n'a assez peu, enfin, a moins d'influence hein, que le paramètre diamètre d'hélice sur le rapport KT ici identifié. C'est un premier résultat. Deuxième résultat, on a fait varier la vitesse d'installation du pieu. Alors là, ici, on est dans des conditions de laboratoire. Donc certes, on est en macrogravité, mais on contrôle énormément de paramètres. Et donc, par exemple, on assure que le pieu s'enfonce verticalement d'un pas à chaque tour. C'est-à-dire qu'on a un vissage qui est parfait, quoi, en fait, hein. Voilà, donc c'est une condition de laboratoire. Alors je sais qu'in situ, ce n'est pas toujours aussi facile à contrôler. Donc néanmoins, qu'est-ce qu'on en déduit? Le changement de vitesse d'un ordre de grandeur, en fait, ça fait une petite variation sur le couple d'installation. Donc le couple maximal est un peu plus faible quand la vitesse est 13 fois plus élevée. Par contre, sur la résistance à l'arrachement, on voit très peu d'écart, hein, 4% d'écart. Donc là, il faudrait faire davantage d'essais peut-être pour essayer de voir si on confirme ces résultats-là. Mais a priori, donc, pour un ingénieur, là, il n'y a pas d'influence sur la résistance en traction. Ensuite, venons au chargement cyclique. Alors, le chargement d'un ancrage d'éoliennes offshore, c'est forcément pas des cycles parfaits dans la vraie vie, hein, c'est plutôt une somme de sinus de fréquences différentes et d'amplitudes différentes. Donc nous on a simplifié ici, hein, on s'est intéressé simplement à des signaux sinusoïdaux, donc de fréquences uniques de 1 Hz. Et en fait, ce qui caractérise le signal sinusoïdal ici, c'est la charge moyenne, on appelle le Q min, et la demi-amplitude cyclique, qui est le Q cyclique. Voilà. Et donc, à partir de ces deux paramètres, on va caractériser le chargement cyclique du pieu hélicoïdal. Alors, un premier résultat ici, c'est qu'on s'est intéressé au nombre de cycles nécessaires pour atteindre un déplacement
de 5% du diamètre de l'hélice. Voilà. Donc, pour différents types d'essais, différents diamètres d'hélice. Voilà. Et donc, ce que l'on constate, c'est que si on trace là dans le graphe en bas à droite le nombre de cycles nécessaires pour atteindre ces 5% en fonction des conditions de chargement cyclique, c'est-à-dire la charge cyclique divisée par la charge moyenne, mais on voit qu'il y a deux grands domaines. Bon, on a grossièrement mis une barrière ici avec un ratio de 0,5. En fait, il y a le domaine de droite où on va atteindre ce déplacement de 5% en finalement assez peu de cycles, quelques cycles ou quelques dizaines de cycles. Et puis, de l'autre côté, un domaine où l'accumulation des déplacements est beaucoup plus progressive et en fait, il faut plusieurs centaines ou milliers de cycles pour atteindre les déplacements. Et ça, c'est pour le ratio donc plutôt inférieur à 0,5. Une autre façon de présenter le chargement cyclique, c'est d'utiliser le diagramme de stabilité. Donc là, ici, c'est des essais dans un sable dense. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diagramme de stabilité? En fait, on reproduit en ordonnée l'amplitude cyclique divisée par la charge ultime de la résistance du pieu sous charge monotone. Et en abscisse, c'est la charge moyenne divisée par cette charge ultime. Alors, en regardant ces résultats, en fait, on a différentes zones. Donc, par exemple, la zone en gris clair ici, c'est le chargement unidirectionnel. En fait, on n'est que dans un seul sens, on fait que de la traction, par exemple. Si on en allait dans le domaine des chargements dans le gris foncé, eh bien, on serait en two ways, donc des chargements alternés. Alors, tout à l'heure, j'ai présenté juste avant la pente Q cyclique sur Q moyen égale à 0,5. Donc, on la représenter ici aussi. Et là, pour cette représentation ici, dans le cas présent, on s'est intéressé au cas où on atteindrait 10% du diamètre en déplacement. Donc 10% d'une largeur de fondation, c'est en général les tailles qu'on a à la louche pour dire là on arrive à la rupture et ça fixe les ordres de grandeur tout au moins. Alors là on a trois familles de résultats. Donc d'abord une zone stable, c'est-à-dire donc là c'est un peu conventionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint les 10% de déplacement alors qu'on a dépassé le millier de cycles. Donc, c'est les petits ronds qui sont sur le graphe. Il y a une autre zone dite instable où on atteint les 10% avec moins de 100 cycles de chargement. Donc là, c'est les petits triangles qui sont représentés sur le graphe ici. Et puis, entre le deux, il y a une zone dite métastable. Pas très original, mais voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant de retenir, là, avec ces quelques essais ici présentés, c'est de parler de facteurs de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le facteur de sécurité? Eh bien, c'est que quand le facteur est égal à 1, c'est qu'on atteint les charges maximum. Donc, on peut représenter la droite qui correspond au facteur de sécurité égal à 1, c'est la limite du domaine qu'on peut atteindre avec les chargements cycliques et les chargements moyens. Donc, c'est cette droite diagonale qui va de en haut à gauche vers en bas à droite. Et en fait, si une interprétation qui peut être faite, alors qui bien sûr pas extrêmement précise, mais qui fixe quand même l'ordre de grandeur, c'est que là, la limite entre la zone stable et la zone métastable, ça correspondrait à un facteur de sécurité qui est plutôt de 1,6. Voilà, donc ça, c'est un des résultats qu'on a pu obtenir au sein de ce projet. Alors, un autre résultat concerne le chargement post-cyclique. Donc, en fait, on a comparé ici sur le graphe, il y a une courbe noire. Donc, cette courbe noire, c'est un chargement monotone qui a été réalisé sur un pieu. Et le même pieu, même profondeur, même hélice, dans les mêmes conditions, mais avec des conditions de chargement cyclique différentes. Donc, vous voyez, par exemple, en vert, c'est 0,32 le rapport entre Q min et la charge ultime, et 0,10 pour la partie cyclique. Et puis pour d'autres courbes, il y a d'autres valeurs. Et à la fin des cycles, donc de 1000 à 3000 cycles, selon les cas, on a refait un essai de traction monotone. Et donc, ce que l'on constate ici, c'est que, en fait, on retrouve la valeur
une valeur ultime qui est très proche de la charge obtenue en statique lors de l'essai qui n'a pas subi de cycle, hein, qui était simplement monotone. Donc en fait, il n'y a pas de perte, ou difficile de dire s'il y a des pertes après les charges cycliques dans les conditions dans lesquelles on a réalisé les essais. En tout cas, les résultats les plus bas, on est plutôt à 85% de la charge monotone. Et donc ça, c'est très encourageant en fait pour ce type d'ancrage, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement de pertes de résistance. Alors ici, tout à l'heure, Abdelkader a parlé de l'effet du pitch. Donc on avait fait aussi des expérimentations en centrifugeuse, donc deux pieux, donc un avec un pieu hélicoïdal, avec une hélice qui a un certain pas, et puis en rouge, là, et en bleu, une hélice qui n'a pas de pas, en fait, c'est une plaque. Donc ces deux pieux ont été pré-enfouis dans le massif de sol, c'est-à-dire qu'au cours de la reconstitution du massif de sol, on a le droit de faire des choses comme ça sur les modèles réduits, hein, eh bien, à un moment donné, on s'est arrêté, on a positionné les pieux, et on a continué ensuite à réaliser le massif par dépôt de sable, par pluviation. Et une fois que le massif est prêt, on fait le test en centrifugeuse et on obtient des résultats qui sont tout à fait semblables. Alors, on n'a pas tellement d'explications pour le bruit post-pic, hein, mais en tout cas, les deux courbes sont vraiment très, très semblables. Donc, pas d'effet du pitch. Et c'est ce que Abdelkader a confirmé tout à l'heure. Donc, ce sont les mêmes courbes que je présente, hein, là, avec les calculs. Donc, une plaque et deux pitchs différents. Il n'y a pas d'effet du pitch, c'est le même comportement. On n'a pas la même chose exactement en modèle réduit centrifugé et avec le calcul numérique. Il y a peut-être des ajustements à voir hein, là-dessus, mais en tout cas, la physique sur l'effet du pitch est bien confirmée. Voilà. Alors, un autre résultat du projet, c'est qu'on a réalisé un certain nombre d'essais qui sont inclus dans une base de données et qui comprend à la fois des essais sur pieux en traction et des essais sur pieux hélicoïdaux qui sont qui vont être inscrits sur un site particulier donc de Dataverse de l'Université Gustave Eiffel maintenant. Alors, ce n'est pas encore tout à fait opérationnel, parce que finalement, c'est assez long de bien trier toutes les données, mais ça va l'être prochainement. Sinon, ouais, voilà. Et enfin, pour terminer, c'est juste une petite démonstration donc, du batteur qui a été développé pendant ce projet, donc aussi avec le soutien du projet Solcyc+. Donc là, ce batteur, il est relativement simple du point de vue technique. Le principe est facile à comprendre. En fait, il y a un mouton qui est accroché à une structure ici qui est sur un roulement. Et en fait, les deux petits trous, elles tournent sur une piste hélicoïdale, hein, et qui s'arrête à un moment donné, et quand elle s'arrête, la masse retombe, et ça fait un choc. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc là, c'est filmé à 1G hein, au labo. Donc, on voit la masse qui tombe. Et puis, on a fait aussi une application. Donc là, ce sont des images qui ont été accélérées 60 fois. Hein. Donc là, il s'agit du cas d'un monopieux. Je ne sais pas si il s'est lancé. Donc monopieux, donc là, il ne bouge pas, mais on monte en accélération. Donc vous voyez tous les câbles qui se mettent un peu en position hein, sous l'effet de la gravité. On monte à 100 G ici. Hein. Et puis le battage commence. Voilà. On peut voir que l'enfoncement est assez rapide au début, puisque le pieu s'enfonce dans du sable moins résistant en surface et de plus en plus résistant. Et puis, une fois que la cote voulue est atteinte, c'est-à-dire ici, c'était 25 cm, donc l'équivalent de 25 mètres pour un monopieu de 5 mètres de diamètre, en fait, le système va être remonté. Hein, donc, le batteur était solidaire d'un vérin hydraulique. Et là, un deuxième vérin vient pousser latéralement le pieu. Donc, ici, c'est dans le cadre de la thèse de Seemann-Matteuch qu'on s'intéresse au comportement des monopieux sous charge latérale. Thèse qui devrait être soutenue dans 1 an, à peu près. Voilà, donc ça, c'est un petit exemple
d'une application de battage. Alors, on peut adapter le batteur, changer la masse du mouton, changer les pièces de connexion pour avoir des diamètres de pieux plus petits. Enfin, voilà, tout ça, ça a été développé ici. Alors, en conclusion, eh bien, je reprends les points principaux. Donc, simulation des efforts transmis à l'ancrage avec le logiciel Orsina Orcaflex. Des premiers pas en calcul numérique par couplage eulérien à lagrangien. Donc ça, c'est grâce à nos collègues de l'Université de Nantes. Et on a essayé d'avoir une approche jumelée, en fait, expérimentale et numérique sur ce sujet. On a développé des nouveaux systèmes pour le vissage et pour le battage. Et puis, on consolide donc toutes les données expérimentales dans une base de données d'un pieu dans un sable sec ou saturé. Voilà, donc il y a quelques références. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci Luc. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as parlé tout à l'heure, Luc, de la base de données. Oui. Ça va consister en quoi? Ça va être disponible comment? Est-ce qu'il faut te contacter? Oui, alors une première façon de faire, c'est effectivement de me contacter. Sinon, on est en train de développer en fait des papiers de données, donc ce qu'on appelle data paper en anglais, donc qui décrivent une série de tests qui se ressemblent un peu. Il y a quelques paramètres qui changent. Et en fait, un data paper, c'est une série de tests. Voilà. Et donc ça, on est en train, là, j'ai encore une réunion demain, enfin, c'est pas tout à fait finalisé cet aspect data paper. Et en fait, avec le papier descriptif qui est assez court, il y a les fichiers de données donc, en ASCII, récupérables pendant des siècles et des siècles, j'espère, pour tous les chercheurs qui voudront utiliser ces résultats. Donc, cette partie-là de la base de données, elle sera open source, entre guillemets. Alors, ouais, tout ce qui a été publié déjà sera en open source. Et puis, il y a des résultats qui n'ont pas encore été publiés. Après, il faut discuter avec nous, il faut nous contacter. Donc ça va être accessible sous forme d'un site web et les liens avec les différents data papers et les fichiers. Et je suppose que la technique est suffisamment versatile pour être adaptée à un cas particulier. Et que si ça sortait des conditions de battage ou des conditions de mise en place de la base de données, il serait possible de faire des manips spécifiques pour aller qualifier tel ou tel point de fonctionnement ou telle structure. Ah oui, bien sûr. Alors là, on est tout à fait ouvert à toute question. On a certaines capacités d'essai pour dégrossir certains sujets. Bon, bien sûr, ça ne vaut jamais un test in situ, mais par contre, ça va être beaucoup moins cher en centrifugeuse. Et donc, quand on a des études paramétriques ou des questions un peu génériques, c'est une porte d'entrée qui est, moi, je trouve assez pertinente. Et c'est tout à fait possible de nous contacter pour ça. Et peut-être un petit prolongement, je vois que Mathieu est là. Donc là, tu as parlé de fondations plutôt posées, donc des pieux. Alors, tu as parlé des pieux hélicoïdaux, pardon. Contraction, ouais. Mais là aujourd'hui, il y a un petit peu des évolutions de la manip pour aller tester des encres sous sollicitation multiple. Oui. Peut-être ça peut être intéressant d'en dire quelques mots. Oui, alors donc, dans la salle, le Mathieu, c'est Mathieu Blanc, donc c'est le directeur du laboratoire centrifugeuse géotechnique, et qui pilote également un projet collaboratif relatif à la mutualisation des ancrages. Donc, c'est un projet qui est cofinancé par le WIMEC et par France Énergie Marine, avec de nombreux partenaires industriels et académiques, dont l'Université de Nantes, au passage. Et donc, l'idée, c'est d'évaluer le comportement d'ancrage qui serait partagé, en fait, mutualisé entre différentes structures flottantes, différentes éoliennes ou des convertisseurs d'énergie ou un mix entre une éolienne et un convertisseur. Donc là, pour le moment, on a eu une première réunion, ça démarre tout doucement, quoi. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent et il y aura un volet expérimental et aussi un volet simulation numérique à l'université.
Et donc, au travers de ce projet, une nouvelle maquette pour tester les encres en multiples sollicitations pourra être mise à disposition d'autres projets de ce type, puisque là, l'instrumentation qui est développée permettra d'étudier d'autres types de configurations ou d'autres types de sollicitations. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les sollicitations qu'on a réalisées, c'est des sollicitations qui étaient plutôt dans une direction, ou parfois avec variation de l'angle un petit peu, mais toujours dans le même plan vertical. Là, ça va être très différent puisqu'il y aura trois directions différentes de chargement donc gérées avec des vérins qui vont communiquer les uns avec les autres de façon à faire des chargements dans un ordre choisi pour simuler des conditions de mer, par exemple, ou pas, hein, pour faire un autre type de chargement. Donc effectivement, une fois que ce sera opérationnel, c'est-à-dire dans quelques mois, hein, je pense, disons d'ici un an, on aura ce nouvel outil disponible pour des essais en centrifugeuse. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question. Vous avez montré là dans la simulation un puits avec une seule hélice. Est-ce que les résultats sont transposables à des puits avec plusieurs hélices? Ou est-ce que vous voyez des limites? Oui, alors je vous remercie pour cette question qui est vraiment très intéressante parce que, en fait, quand on a une seule hélice, on vient perturber le sol lors de l'installation une seule fois. Alors, si on est dans un sable dense, une configuration qu'on a testée, en fait, on vient dédensifier le sable dans une espèce de cylindre qui correspond au diamètre de l'hélice. Donc, si on a deux hélices, on va venir remodifier le sable une deuxième fois, et puis une troisième fois. Donc, c'est pour ça qu'une stratégie multi-hélice peut être très intéressante parce que ça dépend pardon pour le micro, ça dépend de la zone, de l'épaisseur de sol meuble dans laquelle qui est disponible. Et ça peut être très intéressant d'avoir plusieurs hélices, mais à ce moment-là, il peut être judicieux d'avoir une hélice un peu moins large à la base et une hélice plus grande au-dessus, de façon à aussi installer cette hélice en partie dans un sol non remanié. Donc, il y a des stratégies comme ça, mais rien n'est calé, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Donc, il y a encore un petit peu de choses à comprendre là-dessus. Mais effectivement, ça peut être un avantage. Alors, dans les sables lâches, c'est différent parce qu'en remaniant, on ne dédensifie pas le sable, donc on peut accumuler, donc sous réserve qu'il n'y ait pas trop d'interaction entre les hélices, dans les mécanismes de déformation, on peut accumuler plusieurs hélices et en gros, la charge ultime, ça va être la somme des charges des hélices plus le frottement sur le cube. Très différent entre le sable lâche et le sable. Et de manière plus générale, par rapport à l'utilisation de la centrifugeuse, vous pouvez simuler tout type de sol. Là, on a beaucoup parlé de sable. Oui, alors dans notre histoire, on a eu à travailler avec des sols naturels. Donc, par exemple, on a travaillé sur les fondations du pont Rion-Antirion en Grèce et on nous avait demandé d'utiliser l'argile du site. Alors, c'était très louable. Par contre, dans ce sol de site, il y avait des graviers, des algues, des coquillages. Donc, il a fallu enlever tout ça. Donc, finalement, on a travaillé avec un sol un peu modifié, hein, avec une matrice plus fine. Donc, ce qui fait que, généralement, on utilise des sols modèles. Donc, on a plusieurs sables. Donc, on connaît bien le comportement. Plusieurs argiles, donc principalement Space White Clay, dont on connaît bien le comportement. Et puis pour les argiles marines, on sait, en fait, on fait des essais in situ miniatures. Donc, on sait identifier le profil de cohésion non drainée et vérifier qu'il est conforme avec celui qui est attendu et qui est observé sur le site. Voilà. Donc, travailler avec des argiles, des sols naturels, de sites, ça peut présenter des difficultés. Donc, parfois, on est obligé. Hein, on a eu une étude récemment avec SBM sur l'argile du golfe de Guinée. Pour des encres à succion, il fallait utiliser absolument cette argile-là. Donc, on a reçu des carottes, on les a découpées, on a fait des cubes, on a reconstitué les massifs comme ça. Donc, c'est un gros travail. Là, c'était indispensable. Mais en général, on travaille avec des sols modèles, entre guillemets, des sols qu'on connaît.
qui sont produits aussi de façon industrielle. Hein. Donc, le sable de Fontainebleau, il y a des grandes carrières du côté de Nemours, où les argiles, le Space White, c'est utilisé dans l'industrie. Donc, il y a toujours des stocks. Je réponds à votre question. Oui. Merci. Dernière question, peut-être? Je vois qu'il y a un industriel donc, qui était partenaire du projet. Quels intérêts ils ont exprimés par rapport aux résultats et aussi qu'est-ce qu'ils auraient besoin comme suite pour pouvoir intégrer ce type de solution si ça les intéresse? Alors là, je ne peux pas répondre dans le détail là-dessus. Et est-ce qu'ils se sont exprimés sur un éventuel suite au projet, d'avancer plus justement sur la multi-sollicitation pour pouvoir après faire... Alors, on n'en a pas discuté, mais c'est un point qui, effectivement, on pourrait rediscuter avec IDEOC, avec BW IDEOC. Oui, tout à fait. Je ne veux pas parler à leur place, donc je me tais. Ok, ben merci Luc. Il n'y a pas de questions en ligne, sinon? Ben, non. Non, ok. Non. Merci pour Question votre à distance.